Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, cette nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc sur votre chaîne préférée. Nous sommes le lundi 17 juin 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, nous parlerons de la deuxième édition de la Clean Tech Week International avec Denis Auro, le directeur général de l'événement. Lucie Leno sera là pour sa traditionnelle chronique beauté et comme chaque lundi du sport, ce soir focus sur un club qui monte, le Cran Pringy Basket. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence qui va arriver. Salut Clémence. Salut Seb. Pour les titres de ce journal préparé par toute la rédaction pour ce 17 juin 2019. On parlera d'une secrétaire d'État en visite du côté d'Annecy. Oui, Emmanuelle Vargon, la secrétaire d'État auprès du ministre à la Transition écologique, était donc en visite à Annecy ce lundi matin. Au programme visite des travaux au faubourg des Balmettes qui bénéficie d'un programme de rénovation et découverte des réserves naturelles du Roc de Cher et de la Roselière. Et puis alto cliché sexiste sur les femmes au volant. Exactement, femme au volant, mort en tournant, qui n'a jamais entendu cette phrase. Voilà un sujet donc pour en finir avec les stéréotypes de la femme en tant que mauvaise conductrice. À l'occasion d'un forum sur les métiers du transport 100% féminin, nous sommes allés à la rencontre de femmes qui ont choisi de conduire des camions et des semi-remorques. On enchaîne avec notre revue de presse quotidienne. Et on parle du glyphosate. Oui, alors samedi, tu sais, Seb, c'est jour de marché à Chambéry, comme dans beaucoup de villes. Et les vendeurs de fruits et légumes ou encore de fromage se sont vus voler la vedette par une annonce pour le moins déroutante. Les pisseurs de glyphosate, il s'agit donc du nom d'un collectif en Savoie. Ils ont réalisé des tests d'urine sur 63 personnes dans le but donc de rechercher des traces de glyphosate, comme tu t'en doutes. Le résultat, lui, est sans appel. 100% des analyses sont positives. Un chiffre qui s'aligne sur d'autres résultats pratiqués un petit peu partout en France. Alors, si certains pensaient qu'en Savoie ou en Haute-Savoie, on était à l'abri de tout ça, ce n'est pas le cas. En avril dernier, le collectif Glyphosate 74 mettait en avant des chiffres ahurissants. En moyenne, le taux de glyphosate des échantillons analysés de l'eau était de 0,93 nanogrammes par millilitre, alors que le seuil fixé, autorisé de l'eau potable est de 0,1 nanogramme par millilitre, soit quasiment 9 fois plus que la norme normalement qui est en vigueur. Tu as trouvé une idée originale pour l'été? Oui, les soirées estivales approchent. Et quoi de mieux du coup qu'un bon vieux barbecue entre copains. Je rappelle aussi que le barbecue, ça se décline en barbecue végétarien, si on n'est pas encore au courant de tout ça. Et donc c'est la ville de Tonneau-les-Bains qui innove de ce côté. On apprend donc dans cet article du Dauphiné que depuis quelques jours, la commune s'est dotée de 3 planchas électriques en libre service. Alors, en plus d'être gratuite, elle diminue drastiquement donc le risque d'incendie. La commune a fait le pari tout simplement d'investir dans un équipement à usage gratuit plutôt que de sanctionner une pratique qui est dangereuse et qui conduit parfois à des incendies. Alors, pour utiliser la plancha, rien de plus simple, il suffit juste, avec son smartphone, de télécharger l'application de l'appareil, de régler la puissance de chauffe via son smartphone. Et puis, il ne reste plus qu'à profiter du moment. Alors, un petit barbecue ce week-end avec l'équipe Mont-Blanc. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Pour ta revue de presse, toi, Seb, tu nous parles d'une soirée qu'un homme n'est pas prêt d'oublier apparemment. Oui, on commence avec cette histoire qui aurait pu mal se terminer, qui nous est relatée par nos confrères de 20 minutes, mais qui finalement se termine bien. Ça s'est passé ce samedi, du côté de Mercury en Savoie. Alors, ça commence tout simplement, un homme part de chez lui en fin de matinée pour une simple balade. Mais voilà, la promenade s'éternise. La femme de cet homme de 49 ans décide alors de prévenir le secours vers 21h30, car elle n'a plus de nouvelles de son mari. Cela faisait plusieurs heures qu'elle était à la recherche. Elle a sillonné la région, elle est allée là où son époux avait l'habitude d'aller. Plus aucune nouvelle non plus par téléphone. Un peu plus tard dans la soirée, le téléphone du disparu a été géolocalisé dans le hauteur de Mercury. La gendarmerie a alors déployé des gros moyens avec 10 gendarmes, 4 secouristes plus un hélicoptère. Malheureusement, les recherches n'ont pas abouti puisque l'homme était tout simplement rentré chez lui tranquillement après avoir passé la soirée chez des amis. Son épouse se serait alors rendue à la gendarmerie d'Albertville dès le dimanche pour présenter ses excuses pour le dérangement. Ça fait une grosse soirée quand même d'être parti si 11h. longtemps. À 11h, la soirée commence très tôt. Et puis un record en vue plus qu'étonnant. Oui Clément, je suis sûr que tu as déjà terminé un mariage au son des lacs du Connemara de Michel Sardou. Inimitable. On a d'ailleurs appris ce matin que notre collègue Emmanuel Jaude connaissait par cœur les paroles de ce tube intergénérationnel. Bien, il faut savoir que la radio belge Q Music a décidé de diffuser pendant 5 jours non-stop cette chanson mythique.
Les auditeurs sont invités à venir participer à ce record. Munis d'un foulard blanc, ils pourront l'agiter au rythme de cette chanson un brin entêtante. Il ne s'agit pas d'un coup d'essai pour cette radio belge qui avait pour habitude de diffuser une heure de mauvaise musique, c'est eux qui le disaient, le matin. Rendez-vous donc du 24 au 28 juin prochain pour chanter à tue-tête avec Michel Sardou. Pour faire une petite overdose aussi peut-être de Michel Sardou à ce moment-là. Merci beaucoup Clémence. On se retrouve en fin d'émission. Allez, on démarre cette émission avec notre rubrique dans l'actu. Je vous en prie, Denis Euro, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur général de l'International Clean Tech Week. On vous connaît ? Oui. Vous étiez venu il y a quasiment un an sur ce plateau pour nous présenter ce deuxième événement, ce deuxième opus de cet événement qui se déroulera du 19 au 22 juin prochain à l'Imperial Palace. En quelques mots, en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'International Clean Tech Week, c'est un festival international qui propose à tout le monde des solutions techniques vertes. Comment est-ce que je vais diminuer ma facture d'eau, d'arrosage ? Comment est-ce que je vais avoir un appareil de chauffage, par exemple, qui va être beaucoup moins gourmand en énergie, en gaz ? Comment est-ce que je vais pouvoir avoir une mobilité durable beaucoup plus efficace et qui va me permettre de ne pas utiliser ma voiture tout de suite ? Ou comment est-ce que je vais avoir une maison plus intelligente, etc. On propose des solutions vertes, efficaces, testées, qui fonctionnent de façon à progresser vers la transition énergétique. Alors, s'il y a une deuxième édition, ça veut dire que la première a dû marcher il y a un an ? Alors, on était très content du positionnement de la première. Le positionnement, il est singulier. Pourquoi ? Parce qu'on accueille le grand public gratuitement. C'est-à-dire que chez nous, on ne paye pas. On peut venir visiter, s'imprégner du monde de demain. Ce qui est assez rare pour les signaler. Voilà. Et donc, on a reçu 7000 visiteurs l'an dernier. Et on était très content, surtout, de ce positionnement singulier. C'est-à-dire accueillir le public, prendre 4 jours et prendre son temps pour discuter avec les startups, avec le public, avec les scolaires, avec les investisseurs, les banques, avec les universités, l'Université de Savoie-Mont-Blanc, par exemple, ou bien on va avoir la BNP Paribas, la Banque Postale, etc., la Poste. Tous ces acteurs qui sont engagés dans l'environnement viennent pour participer au festival international qui leur permet de s'exprimer pendant 4 jours. Quel est très concrètement votre objectif pour ces 4 jours d'événements ? L'objectif, c'est d'accélérer la transition énergétique et de proposer à tous des solutions concrètes. Au public, de découvrir des solutions, aux start-up de se financer en rencontrant des banques, aux industriels de rencontrer des start-up, aux universités de montrer ce qu'elles font dans les laboratoires, aux médias de rencontrer également leur public, etc. C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de sortir chacun de ces silos et de mettre volontairement pendant un temps long, 4 jours c'est long, mais c'est la condition pour laquelle on ait vraiment des résultats. Et au bout du bout, avoir des contrats industriels qui sont signés, le public qui a rencontré des innovations technologiques, qui a découvert une autre façon de vivre, des start-up qui se sont fait financer, des universités qui ont rencontré leur public et qui ont peut-être proposé des formations à du public qui en demande, etc., etc. Ces 4 jours qui sont vraiment volontairement 4 jours d'échange, de réseautage, de réflexion. Et puis on a un très très gros circuit de conférences gratuites. 25 conférences. Voilà. Quelques exemples justement de conférences qui vont avoir lieu ? Eh bien, on va avoir par exemple comment financer au mieux l'investissement et l'innovation technologique, quelle est, par exemple, l'influence du climat sur le pouvoir d'achat ? Passionnant. On va avoir grand débat et vaste débat, mais très contemporain. Et puis, on va avoir des gens qui vont nous parler de la qualité de l'air, de l'eau, de la neige, des montagnes. On va avoir des gens qui vont nous parler de reconnecter l'homme et la nature. Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont découlé de l'édition 2018 déjà ? Alors, dès l'édition 2018, on a fait une enquête de satisfaction de nos exposants. 900 et quelques prospects ont été trouvés ou ont été identifiés. Et les startups nous ont dit qu'elles ont signé de très gros contrats. Exemple, on a mis en relation Renault Véhicules Électriques France avec des investisseurs chinois. Et la conséquence, c'est qu'il y aura des voitures Renault électriques bientôt dans des villes chinoises. Et on a conclu des très gros marchés entre une société française qui s'appelle Borne Recharge Service et qui va équiper la ville de Macao avec ses technologies de borne recharge. Et après ça, des exemples comme ça, on en a beaucoup, évidemment. Tout le monde aujourd'hui, enfin beaucoup de gens nous disent « Ah, j'ai rencontré telle personne à l'International Clean Tech Week l'an dernier, avec elle je fais ci et je fais ça ». Donc on a une application directe, immédiate. 150 exposants, ils viennent de quel secteur d'activité principalement ? Alors 150 exposants
concrètement, ça va être 130 qui vont venir nous proposer des solutions dans l'habitat, dans les circuits courts, dans la restauration, dans la permaculture, dans les transports, dans une nouvelle façon de faire des sports outdoor, etc., etc. On est volontairement très très large de façon à offrir la plus grande palette possible de solutions au public et à nos investisseurs. Si vous deviez choisir 3 temps forts pendant ces 4 jours? J'en choisis 4. 4 temps forts. Le premier, il est consacré au solaire, l'énergie solaire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'énergie solaire? C'est formidable, ça a un pouvoir extraordinaire. C'est le mercredi en collaboration avec une fédération qui s'appelle Fédésol. Et l'INES, merveille de technologie, qui se trouve tout près d'ici. Le jeudi, on se consacre au financement de l'innovation technologique, parce qu'il faut bien la financer pour que cette économie verte progresse. Le vendredi, on parle économie circulaire avec la ministre Brune Poirson, qui vient animer une table ronde sur l'économie circulaire, ça sert à quoi et comment ça marche. Et le samedi, on a des explorateurs inspirants. Pourquoi est-ce que Simon Bernard, qui était déjà l'an dernier ici, vient pour transformer le plastique, les déchets de plastique en carburant et mettre ça dans son bateau et faire le tour du monde? Pourquoi est-ce que Raphaël Donjean, notre parrain, va prendre un avion solaire pour viser la stratosphère? Pourquoi est-ce qu'un groupe de jeunes va faire le tour des Amériques pour sensibiliser les Américains aux problématiques du dérèglement climatique, etc. Voilà. Ce sont des explorateurs inspirants qui vont venir. Et puis, n'oublions pas Michel Picard, la femme de Bertrand Picard, qui va nous parler du défi de son mari avec l'avion solaire, Solar Impulse. Isabelle Autissier, qui va nous parler de ses engagements et pourquoi elle fait un tel engagement au WWF. Et puis, des journalistes aussi très connus qui vont venir. On a beaucoup de pays qui viennent. Et tous ces gens-là sont ravis de venir ici à Annecy pour découvrir le lieu. Vous êtes l'ancien directeur de course du Vendée Globe, au final tout est lié. Alors, mon engagement pour l'environnement est surtout très très clairement né pendant ma très longue période de Vendée Globe, en effet. On rappelle les dates, 19-22 juin. Imperial Palace. Entrée à côté de l'Imperial Palace, pas tout à oui, fait. Oui. Les anciens, du MIFA. Les locaux du MIFA, entrée gratuite. On a un site international Clean Tech Week. Pour assister et participer aux événements, le mieux, c'est de s'inscrire en ligne. Merci beaucoup, Denis Auro. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, on enchaîne avec notre rubrique Bonne idée, avec notre chronique beauté. Salut, Lucille. Salut, Sébastien. Ça y est, l'été arrive enfin, on espère, on est parti sur des bonnes bases. Tu as donc choisi de nous parler de tes indispensables pour cette saison estivale qui va arriver. Voilà, comme tu dis, l'été va arriver, les vacances, la détente sur la plage, donc aussi l'envie de prendre plus soin de soi. Donc on va parler conseils beauté pour cet été, où je vais donner 2 règles d'or qui sont indispensables à adopter. Donc s'exposer au soleil, ça nécessite une préparation de la peau. Donc on va commencer par se gommer l'ensemble du corps et du visage aussi, 1 à 2 fois par semaine, exposé de 24 heures d'une exposition au soleil. Donc 24 heures avant 24 heures avant ou après, pas moins, parce que ça va être un peu trop irritant. Gommer, contrairement aux idées reçues, c'est le geste qui va permettre de garder son bronzage. Ça n'efface pas le bronzage, puisque le fait des grains enlève les cellules mortes qui sont responsables d'un teint terne et qui blanchissent la peau. Donc c'est vraiment la technique, le geste à adopter pour garder son joli hâle d'été. Donc qui dit gommer, dit aussi hydrater. Ça va être la 2e règle d'or. Donc l'hydratation, c'est un véritable apaisement après le gommage. Ça va permettre d'avoir une peau lisse, une peau douce et une peau repulpée qui sera plus protégée des agressions extérieures et du dessèchement dû au soleil. Donc ça, l'hydratation, c'est quotidiennement sur le visage, sur le corps et intensément. Très important. On y va sans modération. Sans modération. Et qui dit soleil, dit plage, protection solaire. Crème solaire. Voilà. On rappellera jamais assez l'importance de la crème solaire. Mais on a besoin de tes conseils parce qu'il y a beaucoup de produits. Il y a beaucoup de produits. Je pense que c'est un peu difficile de faire la part des choses entre les crèmes qui sont en supermarché, en pharmacie, dans les boutiques bio. Donc, il existe tellement de choses, de choix en produits solaires, sous forme de crème, sous forme d'huile et de baume. Donc là, je souhaitais sensibiliser
à l'utilisation de sa crème solaire, puisque c'est important donc se protéger des UV du soleil qui sont néfastes pour la peau. Mais est-ce qu'on pense tous à protéger le milieu marin dans lequel on va se baigner? Et malheureusement, non. Donc un des critères fondamentaux de l'Ulubutine, c'est de préserver l'environnement. Il faut savoir que chaque année, 15 millions de tubes de crème solaire sont vendus en France. 15 millions 15 millions. 4 000 à 6 000 tonnes de ces crèmes sont déversées dans l'ensemble des océans de la planète toujours par an et viennent empoisonner les micro-algues qui sont nécessaires à la survie des coraux. Les coraux, par la suite, blanchissent et meurent en seulement 48 heures. Et ça, c'est sans compter l'impact que ça a sur les autres espèces. On n'a pas encore assez de recul sur toutes ces choses-là. On verra seulement l'impact dans 10 ou 15 ans, malheureusement. Donc, pour prendre soin du milieu aquatique, il y a seulement une seule chose à faire, on a déjà la solution, c'est tout simplement d'utiliser des crèmes bio. Puisqu'en fait, toutes les crèmes bio n'ont pas de filtres chimiques. Ils ont des filtres minéraux, c'est-à-dire que ce sont des filtres qui sont issus de la nature, c'est-à-dire qui sont non polluants. Donc on va choisir sa crème avec son label bio, qui contiendra pas de parabènes, pas de matière synthétique, et voilà, surtout pas de filtres chimiques. On peut consommer de façon plus responsable en protégeant sa peau des UV, en respectant sa santé et en prenant soin du milieu aquatique. Et là, j'aimerais juste terminer par une info qui est une première mondiale, c'est Hawaï. Hawaï, c'est le premier pays qui a voté un projet de loi qui interdit la vente des crèmes chimiques et l'utilisation de ces crèmes chimiques sur leurs plages pour éviter cet effet dévastateur, pour préserver le récif corallien qui entoure cette île paradisiaque. Donc c'est une première mondiale, on s'en félicite et on espère qu'il y ait un effet boule de neige pour le reste de la planète. On peut donc les féliciter forcément. Est-ce qu'avant de quitter le plateau, est-ce que tu as une idée, un petit conseil de fabrication do it yourself en produit par rapport au soleil? Oui, alors ce sera le plus facile pour le gommage. Donc on récupère son marc de café en le mélangeant avec idéalement de l'huile de carotte qui est très riche en bêta-carotène. Donc le marc de café est naturellement teinté, l'huile de carotte est régénérante, nourrissante et aussi naturellement teintée. Ça permettra d'avoir une peau douce en ayant une peau hâlée. Merci beaucoup, Lucille, pour ces bons conseils. Allez, nous sommes lundi, place au sport à présent avec mes deux derniers invités. Du Cran Pringy Basket, nous avons Gilles Credo et François Dunoyer. Bonsoir. Bonsoir. Président, joueur, également responsable de la communication. Messieurs, avant toute chose, un petit rappel historique concernant le CPB. CPB, alors c'est Cran Pringy Basket, qui est né d'une union entre Cran Basket, qui existe depuis 1945, et le club de Pringy. Cette union a pris forme en 2005. Elle est forte, donc l'union dure depuis 19 ans et tout va bien avec 400 licenciés, 80 bénévoles et une quinzaine, 16 équipes cette année pour faire les championnats régionaux, nationaux et départementaux. Alors une saison historique vient de s'achever pour votre club avec énormément de succès. Oui, que ce soit à toutes les échelles en fait, ouais, chez les hommes, chez les filles, chez les jeunes. Exactement, oui, on a remporté pas mal de titres avec les U15 qui sont vice-champions département, les U18 qui sont vice-champions Nora et du coup l'équipe Fagnon, l'équipe senior masculine dont je fais partie qui est montée en National 3. Vous attendiez une telle réussite? Pour les seniors garçons, c'était un peu notre objectif quand même cette année de monter, de gravir un échelon supérieur. Après, sur la filière filles, c'est un peu dans la logique de notre formation qui existe depuis déjà une bonne 5-6 années où cette filière montre toujours des bons résultats toutes les années. Alors, tout au long de la saison, vous avez pu compter sur l'expérience d'un homme, notamment Sébastien Bozon, ancien entraîneur d'Aix-Marine Savoie Basket. Qu'est-ce qu'il a pu apporter? Quelle a été son importance? C'est sûr que Seb a été quand même un plus pour cette montée. Après, on était quand même un groupe en senior, ça faisait 3 ans qu'on jouait ensemble, on avait quand même des bases solides. On a eu l'apport de Seb qui est un gros plus parce que avec son expérience de haut niveau. Après, on a quand même eu 2 renforts en termes de joueurs. Et après, il y a quand même le club qui était derrière nous, qui a fait venir des supporters, qui a emmené des supporters extérieurs et qui a fait que cette saison est vraiment une belle réussite parce qu'il y a la montée au bout, donc qui était l'objectif annoncé, on va dire qu'on brique depuis quelques années. Donc c'est une très belle saison et en plus avec un petit cliffhanger parce que c'est joué sur les 2 derniers matchs où on n'a pas craqué et on gagne les 2 derniers matchs, on va dire avec une belle victoire à la fin à l'extérieur. Voilà.
Sébastien Bozon qui d'ailleurs a signé en National 2 pour la saison prochaine à Lons-le-Saunier. Les filles ont fait le boulot aussi avec une très belle saison en National 3, avec une petite déception à la fin parce que ça ne s'est pas joué à grand-chose pour la montée en N2. Oui, tout à fait. Ça marque aussi le travail qu'a effectué Anthony Logereau depuis 4 années qu'il a cette équipe, qu'il a fait monter 3 années de suite. Pour nous, cette année, c'était le maintien et la venue ou le retour de joueuses sur leur club d'origine a permis d'avoir une équipe qui a pu jouer le haut niveau. Et effectivement, elle n'a pas manqué grand-chose pour passer en N2 cette année. Mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre club fait la part belle à la formation. Et visiblement, le travail porte ses fruits parce que des U18 au U13, il y a eu énormément de succès. Ça aussi, ça vous conforte dans ce que vous avez mis en place? C'est un de notre priorité, c'est surtout de former nos jeunes pour qu'ils soient le réservoir un peu de nos équipes Fagnon quand ils arriveront à l'âge de pouvoir évoluer en senior. Et ça, c'est depuis 5-6 ans qu'on le fait sur l'équipe filles, ça marche. On est un petit peu en retard sur les garçons, mais on s'attelle à rattraper ce qui nous manque cette année. Alors, il y a les jeunes, mais il y a aussi même les très très jeunes, que ça commence très tôt au CPB. Ouais, ça commence avec une section Piu-Piu de 5 ans là, qui est justement qui a été lancée par ma femme justement avec l'arrivée de nos premiers enfants et du coup ouais, ça commence très très jeune. Alors bien sûr de 5 ans c'est difficile de faire apprendre le basket, c'est plus de la motricité. Il y a du monde, Ah oui, par contre, il y a un vrai progrès sur les enfants. On le voit en début de saison. Alors, en début de saison, c'est dur d'avoir de leur attention parce que ça dure une demi-heure, 20 minutes. Mais après, on voit qu'ils font des vrais progrès et c'est beaucoup de motricité parce que le basket, voilà, ça fait jouer les mains, les pieds. Donc, c'est très compliqué à apprendre comme sport au début quand on est petit. Mais ça, ils accrochent vraiment et on le voit après sur nos écoles de basket où on a beaucoup de pupus maintenant qui sont vraiment le réservoir et qui suivent après derrière en école de basket. Qui continue sur l'école de basket, qui est forte cette année entre l'école de basket et les Poussins. On a 150 joueurs et joueuses, donc ça fait vraiment... c'est ce qu'il faut pour arriver à sortir après des équipes qui suivent là. Et ça permet aussi, on a impliqué déjà un peu les parents dans le milieu associatif. Après une saison aussi concluante sportivement, est-ce que ça donne des envies d'objectifs plus élevés pour la suite? Alors, plus élevés, oui, mais il faut faire attention de continuer à construire nos fondations pour pas que tout s'écroule d'un coup. Et il ne faut pas essayer d'aller non plus trop vite, trop haut. Quels sont justement les principaux axes de développement là, pour les années à venir? Alors l'année prochaine, on aura donc les 2 équipes en N3, avec une équipe fille qui va, comme a dit Gilles, qui va rejouer la montée en National 2. Sur les garçons, l'objectif c'est le maintien. Alors les axes de développement, c'est essentiellement de renforcer notre communication, parce que voilà, avec 2 équipes en N3, voilà, c'est pas tous les clubs qui ont 2 équipes Fagnon en haut niveau. Souvent les clubs se concentrent soit sur les filles, soit sur les garçons. Nous, on a la chance d'avoir les 2 niveaux, mais ça demande plus de travail en termes de com. Et le partenariat aussi pour voilà, consolider les bases du club et faire en sorte que ça tienne dans l'avenir et de consolider le club pour construire ça sur des bases sereines pour que ça dure plusieurs années. Est-ce qu'il y a de la place selon vous pour un club de plus haut niveau que ça en Haute-Savoie? La place, il faut l'espérer quand même. C'est vrai qu'on est dans un département un peu pauvre du basket, mais on va essayer de s'y atteler. Nous, pour cette année encore, on gagne le Challenge Marion, qui est une récompense que le CD nous donne, qui récompense le meilleur club de Haute-Savoie. Donc, ça nous donne du grain à moudre pour nous dire qu'on peut continuer à aller plus haut. Et attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas aller trop vite et ni trop haut pour ne pas se brûler les ailes. C'est tout le mal qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup, bonne continuation. Bravo pour cette saison et puis on continuera à prendre de vos nouvelles la saison prochaine. Je vous invite à rejoindre la régie. Merci également à Anthony Caïdo. Oui. Allez, la deuxième édition de l'Alps Bike Festival qui a pris la suite du Rock des Alpes s'est tenue ce week-end du côté de la Clusaz. Alex Boucher nous fait revivre les meilleurs moments de cette fête du VTT. C'était le rendez-vous du week-end, l'Alps Bike Festival. La Clusaz a ouvert ses portes au Festival international du VTT pour la 2e édition. Une manifestation 100% vélo avec plus de 15 épreuves, notamment le XC marathon de 90 km, la course la plus longue du week-end, avec plus de 3000 mètres de dénivelé. C'est une course vraiment très difficile car c'était la première fois que je venais ici à la Clusaz. J'ai trouvé que c'était une très belle route, très technique, avec une très belle piste. Alors oui, je suis vraiment heureux de remporter la victoire aujourd'hui. 4h40, c'est le temps qu'a mis Connie Loser lors de ce marathon. Une course compliquée avec quelques averses et des participants pleins de boue, mais c'est la convivialité et la bonne ambiance qui se répand durant les 3 jours. Cela ne se serait pas aussi bien déroulé sans les nombreux bénévoles, parfois isolés dans les montagnes guidant les cyclistes. Un petit peu de rage ce matin pour le démarrage, mais bon, les marathoniens sont partis.
Nos 310 marathoniens sont partis et ça s'est bien passé. Et là, ils viennent de passer la ligne d'arrivée. Ils ont l'air plutôt satisfaits et très contents. Donc c'est déjà une bonne chose pour nous, organisateurs. Beaucoup de monde qui gravite autour de cet événement. Il y a déjà plus de 200 bénévoles qui viennent travailler sur 3 jours. Donc sans eux, on ne pourrait rien faire. Cette aventure, c'est aussi des animations pour les plus petits. Certaines classes de primaire ont pu tenter leur chance lors de l'épreuve impossible, à savoir une pente raide de 50 mètres. C'est la deuxième fois que l'Alps Bike Festival se situe dans la station du massif des Aravis. Événement majeur qui lance le début de la saison estivale. C'est 2500 personnes qui se retrouvent dans la station durant 3 jours et qui nous permet de valoriser notre station qui a un ADN VTT depuis de nombreuses années. Pour nous, c'est indispensable d'avoir un événement comme celui-ci. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition, car à la Clusa, la roue tournera toujours. Clémence est de retour pour le rappel de ces titres de ce journal du 17 juin 2019. Emmanuelle Vargon était à Annecy ce lundi. Oui, c'est la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique. Elle était effectivement en visite à Annecy ce matin. On l'écoutera au micro de Juliette Vincent Séné. Et puis le portrait d'une femme. Oui, le portrait d'une femme. Elle conduit des camions, histoire de casser un petit peu les stéréotypes encore nombreux dans ce métier. Merci beaucoup Clémence. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. A tout de suite, ne quittez pas.